Donc je rappelle que l'aide aux devoirs dont je vais parler n'est pas devoir fait, puisque je n'ai jamais observé le devoir fait. Donc, première question, est-ce qu'on a des recherches quantitatives sur l'aide aux devoirs? Et il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y a des petites recherches qui ont été menées, toujours sur des dispositifs très limités, en nombre d'élèves. Donc on n'a pas vraiment d'idée de l'efficacité de l'aide aux devoirs. Les recherches qui ont été faites sur ces petits dispositifs sont parfois contradictoires, mais globalement, d'après Dominique Glassman dans son rapport de 2004, montre qu'il y a une efficacité non mesurable de l'aide aux devoirs. Non mesurable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet visible de l'aide aux devoirs telle qu'elle a été organisée jusqu'en 2004. Quand on est allé faire entre 2010 et 2013 une recherche sur les devoirs, c'était à l'appel d'une municipalité qui avait mis énormément d'argent dans l'aide aux devoirs. Ils avaient payé des enseignants pour faire l'aide aux devoirs, ils avaient fait des tout petits groupes, avec des groupes de 3-4 enfants pour des enfants qui avaient vraiment beaucoup de difficultés, des groupes de 10-12 pour les enfants qui étaient un peu plus autonomes, des groupes qui étaient plus en activité plus culturelle. Bon. Donc ils avaient vraiment investi massivement là-dedans. Et puis au bout de 3 ans, ils avaient regardé leurs évaluations nationales, tout simplement, et ils avaient vu qu'il n'y avait aucun effet sur les évaluations nationales. Donc ils s'interrogeaient, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'effet sur les évaluations nationales? Enfin, c'est quand même... Et puis, ça fait longtemps qu'il y a de l'aide aux devoirs. Enfin, voilà. Donc, Dominique Glassman attire aussi notre attention sur le fait que, ok, peut-être qu'il n'y a pas d'effet mesurable, mais il y a sans doute quand même des effets qu'on ne mesure pas forcément. D'abord, en termes de raccrochage des enfants à l'école. Le simple fait de les mettre un peu en conformité avec la demande scolaire, c'est une façon de faire en sorte qu'ils ne décrochent pas, sans doute. Dans le fait de les assigner plutôt au travail scolaire qu'à traîner dans la rue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les études municipales ont été développées dans les années 1880, pour éviter aux enfants de traîner avec les vagabonds. Voilà. Donc il y a des effets non mesurés, mais il y a probablement quand même certains effets. Et puis, je nuance un petit peu le constat en disant qu'il y a parfois des dispositifs dont on a mesuré certains effets, par exemple le dispositif coup de pouce dans le premier degré, mais avec des évaluations contradictoires. Certaines qui disent qu'il y a un effet, d'autres qui disent que non. Donc voilà, c'est très... Alors comment expliquer ça, finalement? Comment expliquer le résultat, ces résultats? Voilà une étude. Bon. Première idée, c'est que quand les enfants arrivent dans le dispositif, ils sont très fatigués. En général, quand c'est à la fin de la journée de classe, ils ont été en classe toute la journée et ils sont épuisés. C'est fatigant l'école en fait. Et puis, dans le dispositif qu'on a observé, les enseignants qui arrivent pour encadrer l'aide aux devoirs sont très fatigués aussi. Donc tout le monde est très fatigué en fait. Cette fatigue, on la sent. C'est physique. Quand on rentre dans la salle d'études, on sent cette fatigue. Le résultat, c'est que si je dois aller rechercher des notions derrière les tâches, ça va me demander un sacré effort. Et je vais peut-être avoir tendance à me contenter des tâches. Deuxième raison, je ne sais pas très bien comment c'est dans Devoir fait, mais dans les études qu'on a observées, les élèves qui étaient à l'étude, c'était ceux qui n'arrivaient pas à faire leurs devoirs tout seuls, en fait. Autrement dit, ils avaient tous des problèmes avec leurs devoirs. Ils étaient tous mis en difficulté d'une façon ou d'une autre par la consigne. Et il
il y avait, je ne sais pas, peut-être 10, 12 enfants, mais ces 10, 12 enfants, qui avaient tous un problème, ça représente, sur 1 heure d'étude, allez, 4 minutes par enfant, quoi, en comptant le temps d'arriver, le temps d'en repartir, etc. 4 minutes par enfant pour régler tous les problèmes qu'il a, c'est très très court. Donc c'est compliqué d'avoir une action efficace pour ça. Troisième difficulté, c'est les compétences des encadrants. Alors, les compétences des encadrants, elles sont très diverses et variées. Alors là, on était dans un dispositif où c'était que des enseignants du premier degré pour encadrer des devoirs du premier degré. Mais même dans ce cas de figure très favorable, on se retrouvait avec des enseignants de CP qui tout à coup nous disaient « Ah, là, la proportionnalité en CM2, je ne me souviens plus trop », donc qui étaient mis en difficulté par les consignes de leurs collègues. Au collège, Patrick Rayoux a observé des enseignants de langue qui étaient confrontés à des problèmes de SVT, et les cellules, tout ça, c'était loin pour eux. En fait, ils avaient pratiquement la même expérience que les élèves en la matière, quoi. Donc, et puis, on n'est pas toujours avec des enseignants dans les aides aux devoirs. Dans le premier degré, c'est souvent les animateurs municipaux qui encadrent l'aide aux devoirs. Et là, les animateurs municipaux, ils peuvent se trouver très démunis. Souvent, ils n'ont pas le bac. Donc, ils ne sont pas du tout formés à ça, finalement. Ils sont employés à contre-emploi pour eux. Pour devoir fait, je sais qu'il n'y a pas que des enseignants dans devoir fait. Donc, voilà, il doit y avoir des problèmes aussi de ce point de vue-là. Et enfin, l'aide aux devoirs requiert des gestes professionnels qui sont des gestes professionnels pas si évidents que ça. Des gestes professionnels qui sont propres à l'aide aux devoirs, finalement. Alors, je vais en décliner 4. Le premier, qui est vraiment pour moi la base, c'est un principe d'éducabilité. C'est être persuadé qu'on va pouvoir faire apprendre l'élève face auquel on est. C'est pas du tout évident, et y compris pour des enseignants. Parce que vous savez, quand on est enseignant et qu'on n'arrive pas à faire réussir tous les élèves alors que l'institution nous le demande, on a tendance à se protéger et à se dire que c'est pas de notre faute, que c'est plutôt la faute des élèves. Et c'est plutôt la faute des élèves parce qu'il n'a pas assez travaillé, parce qu'il n'a pas écouté en classe, parce que ceci, cela, quoi. Mais donc, les renvoyer un peu à leur responsabilité d'élèves. Deuxième geste professionnel, c'est d'arriver à faire une espèce de généalogie des erreurs des enfants. Et ça, c'est parfois très compliqué. Pour arriver à repérer où Abdallah et Wissam se trompent quand ils parlent du singulier et du pluriel, je suis obligé de passer par un questionnement assez fin, où je risque, en plus de faire se fermer les élèves comme des huîtres, parce que je suis en position d'enseignant, eux en position d'élève. Enfin, voilà. C'est risqué un peu pour des élèves d'accepter de se confier à des enseignants sur ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Parce que les élèves savent qu'ils sont évalués tout le temps à l'école, et donc ça, c'est compliqué pour eux. En plus, techniquement, ce dialogue avec les élèves, il est assez pointu. Enfin, il y a un aspect geste technique qui n'est pas du tout évident et qui n'est pas du tout la même chose que d'enseigner dans une classe. Quand on enseigne dans une classe, on enseigne à un groupe d'enfants. Là, tout à coup, on est en relation duel à essayer de faire ressortir des erreurs. C'est quand même assez compliqué. C'est assez pointu. Troisième geste qui est supposé, c'est la capacité à retrouver les notions derrière les tâches, derrière les exercices, et à trouver, quand on est face à une leçon, des exemples. Autrement dit, il y a un jeu de contextualisation et de décontextualisation qui doit être fait avec l'élève de façon très rapide et qui n'est pas du tout évident. Notamment, par exemple, quand on est confronté à des devoirs dans une discipline qui n'est pas la nôtre. Parce que là, tout à coup, trouver des exemples très rapidement,
Ça, c'est un travail qu'on fait dans les classes, voilà. Mais quand on n'est pas dans sa zone de confort, on va dire, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, quatrième geste, c'est qu'il faut avoir une idée de la façon dont on enseigne les notions en jeu. Et ça non plus, c'est pas évident. Il y a un vrai travail d'enseignement, en fait, dans l'aide aux devoirs. Si on ne se contente pas d'arriver au bout des tâches qui sont prescrites. Voilà. Donc vous voyez, il y a 4 gestes, et il faut arriver à trouver des personnels chez qui on rassemble ces 4 gestes, ou alors travailler ces 4 gestes avec les personnels qui encadrent l'aide aux devoirs, mais c'est pas du tout facile. Voilà. Alors, voilà ce que dit un enseignant à la sortie de l'aide aux devoirs. Par exemple, si je prends le cas de Jordan, il avait strictement rien compris à ce qu'il fallait faire. Donc là, il faut prendre 10 minutes, 5 minutes, puis expliquer ce que c'est, parce que sinon on fait l'exercice à sa place, en fait. Même si on l'aide ponctuellement sur l'exercice, il ne va rien comprendre, il faut tout reprendre avec lui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout reprendre avec les 15 enfants, parce que, voilà. Et donc, vous voyez un peu cette tension qu'il y a, et peut-être que vous retrouvez dans Devoir fait, j'en sais rien, mais en tous les cas, qui est vraiment quelque chose qui pèse sur ces dispositifs d'aide aux devoirs de façon récurrente. Donc, dans la diapo précédente, vous voyez une des solutions trouvées par les encadrants, c'est la file d'attente. Pour arriver à répondre à tout le monde, les enfants qui ont un problème, ils vont faire la queue. Et puis, on réglera leurs problèmes quand on aura le temps de régler leurs problèmes. Le deuxième dispositif étant la maraude. Voilà, les enfants lèvent le doigt en attendant, et puis l'encadrant circule.